J'ai montré mon papa et ma maman. J'ai vu. Le reste, J'ai vu. bon, c'est un mec qui a vécu sa vie, puis c'est tout, quoi. Marcel Amont n'était pas un simple chanteur de variété. Il était l'un des derniers témoins vivants d'un âge d'or où la chanson française façonnait l'âme du pays. Plus de 60 ans de carrière, des passages mythiques à l'Olympia, des tournées internationales, des collaborations avec les plus grands auteurs de son époque. Il avait vu naître des légendes, il avait vu tomber des idoles. Il avait traversé les modes sans jamais renier sa propre exigence artistique. Mais derrière le sourire lumineux qui faisait chavirer les salles, il y avait une mémoire longue. Une mémoire précise. Marcel Amont n'oubliait rien. Il avait observé les carrières s'envoler les stratégies médiatiques, s'imposer les alliances invisibles, redessiner la hiérarchie musicale française. Il savait comment se fabriquait la grandeur. Et surtout, il savait quand elle était méritée ou non. Parce qu'il avait vécu chaque transformation de l'industrie, parce qu'il avait partagé la scène avec ceux que l'histoire a consacrés. Quand Marcel Amont parlait de grandeur en musique, son regard avait un poids réel. Ce n'était pas l'opinion d'un commentateur extérieur. C'était le jugement d'un homme qui avait combattu sur le même terrain. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les 5 noms que Marcel Amont ne pouvait pas pardonner dans l'histoire de la chanson française. 5 artistes, 5 fractures, 5 vérités que le public n'a jamais vraiment entendues. Mais avant d'entrer dans cette liste controversée, il faut comprendre pourquoi Marcel Amont avait l'autorité morale et artistique pour juger la grandeur des autres. Marcel Amont est né en 1929 à Bordeaux, dans une famille d'origine espagnole, marquée par l'exil et le travail acharné. Rien ne le prédestinait au projecteur parisien. Son enfance est simple, parfois rude, façonnée par la discipline et la dignité. Très tôt, il découvre que la scène n'est pas seulement un espace de divertissement, mais un territoire de conquête. Après la guerre, alors que la France tente de reconstruire son identité, lui choisit la chanson comme langage. Dans les années 50, il monte à Paris. Il débute dans les cabarets, apprend le métier dans l'ombre, observe les codes, comprend les rapports de force. Puis vient la reconnaissance. Ses passages à l'Olympia et à Bobino l'imposent comme une figure montante. Avec des titres comme Bleu, Blanc, Blond, il s'inscrit dans l'imaginaire collectif. Il ne se contente pas de chanter. Il met en scène, il chorégraphie, il modernise le spectacle. Bien avant que le mot showman ne devienne courant, Marcel Amont en incarne déjà l'essence. Les années 60 confirment son statut. Il est l'un des premiers artistes français à comprendre l'importance de la télévision. Il y construit une image populaire, élégante, accessible. Il enregistre des dizaines d'albums, se produit à l'international, traverse les modes, sans jamais abandonner son exigence vocale ni son sens du spectacle. Pendant que d'autres explosent puis disparaissent, lui dure. Il observe. Mais à partir des années 70, le paysage change. Le rock, puis la pop industrielle redéfinissent les règles. Certains sont portés au rang d'icônes intouchables. D'autres sont relégués au statut de souvenir. Marcel Amont comprend alors que la grandeur artistique ne dépend pas seulement du talent, mais d'un système. Et c'est précisément parce qu'il a connu la gloire, les coulisses, les stratégies médiatiques et les bascules générationnelles que son regard sur les autres artistes pèse lourd. C'est avec cette trajectoire exceptionnelle qu'il a observé, jugé et parfois refusé de pardonner. Numéro 5, Charles Aznavour. Ils ont grandi dans la même époque. Ils ont foulé les mêmes scènes parisiennes. Ils ont connu les mêmes loges étroites, les mêmes applaudissements nerveux des débuts. Pourtant, l'histoire n'a pas retenu leur nom avec le même poids. Là où Charles Aznavour est devenu la voix grave de la mélancolie française. Le poète international, salué par les chefs d'État et les académies Marcel Amont, est resté aux yeux de certains critiques. L'artiste lumineux, le sourire. Élégant, l'entertainer accessible. C'est précisément cette différence de traitement qui a nourri une amertume silencieuse. Marcel Amont n'a jamais nié le talent d'Aznavour. Il reconnaissait la force de ses textes, sa capacité à incarner la douleur, la solitude, la fragilité humaine. Mais ce qu'il ne pardonnait pas, c'était la hiérarchie implicite imposée par le milieu culturel. Comme si la tristesse était plus noble que la joie.
comme si la profondeur ne pouvait exister que dans la gravité. Pendant des décennies, la critique a construit un récit. Aznavour était l'intellectuel tourmenté, le dramaturge du cœur. Hamon, lui, était le charmeur, le dynamiseur de scène, l'homme qui faisait lever les foules. Or, pour Marcel Hamon, faire sourire un pays entier après la guerre n'était pas un art mineur. C'était une mission. Il a souvent laissé entendre que la chanson française avait créé ses propres catégories élitistes. Ceux qui faisaient pleurer étaient élevés au rang d'artistes majeurs. Ceux qui faisaient vibrer et danser étaient perçus comme légers. Cette distinction l'a profondément marqué. Non pas parce qu'il cherchait la comparaison permanente, mais parce qu'il savait le travail, l'exigence, la discipline que demandait son propre spectacle. Dans les coulisses, la rivalité n'était pas explosive. Elle était froide, structurelle, médiatique. Chaque récompense attribuée à l'un soulignait indirectement l'oubli progressif de l'autre. Marcel Hamon voyait comment se fabriquait une légende officielle et comment certaines trajectoires devenaient dominantes dans la mémoire collective. Ce qu'il ne pouvait pas pardonner, ce n'était pas Charles Aznavour en tant qu'homme. C'était le système qui avait décidé qu'il existait une chanson supérieure à une autre. Et dans ce classement invisible, il refusait d'accepter la place qu'on lui avait assignée. Numéro 4, Claude François. Lorsque Claude François surgit sur la scène française au milieu des années 60, ce n'est pas simplement un chanteur de plus qui apparaît. C'est un modèle entièrement nouveau. Chorégraphie millimétrée, gestion obsessionnelle de l'image, stratégie médiatique agressive, proximité calculée avec la jeunesse. La musique devient spectacle total, produit calibré, phénomène de masse. Marcel Hamon observe cela avec une attention froide. Lui aussi avait modernisé la scène. Lui aussi avait compris l'importance du rythme, du mouvement, de la mise en espace. Mais ce qu'il voyait chez Claude François allait plus loin. Ce n'était plus seulement l'art de la performance. C'était la transformation du chanteur en marque. Chaque apparition devenait événement, chaque sortie un coup stratégique. La chanson glissait vers l'industrie. Hamon ne contestait pas le succès. Il en connaissait le prix. Mais il s'interrogeait sur la nature même de cette nouvelle domination. Le succès reposait-il encore sur la voix, sur l'interprétation, sur la profondeur artistique ou sur la répétition médiatique, la construction d'un personnage omniprésent? Dans plusieurs entretiens, Marcel Hamon a évoqué avec une Marcel en élégance distante la rapidité avec laquelle le marché pouvait effacer ceux qui ne s'adaptaient pas aux nouvelles règles. Il parlait d'un système devenu brutal où la visibilité primait sur la durée. Et Claude François incarnait parfaitement cette accélération. Ce qui le blessait n'était pas le talent du rival. C'était l'impression que le centre de gravité de la chanson française s'était déplacé, que l'on récompensait davantage l'efficacité commerciale que la constance artistique, que la profondeur d'un répertoire construit sur des décennies pouvait être éclipsée par une machine promotionnelle bien huilée. Dans cette nouvelle ère, Marcel Hamon sentait que la reconnaissance ne dépendait plus seulement du travail. Elle dépendait de la capacité à occuper l'espace médiatique en permanence. Et cela, il ne pouvait l'accepter entièrement. Parce qu'à ses yeux, la grandeur devait survivre au temps, pas simplement dominer l'instant. Claude François représentait donc plus qu'un concurrent. Il symbolisait une mutation. Et face à cette mutation, Marcel Hamon n'a jamais cessé de garder une distance critique presque méfiante. Numéro 3, Johnny Hallyday. Avec Johnny Hallyday, le choc n'était plus seulement esthétique. Il était générationnel. Il était culturel. Il était presque idéologique. Lorsque le rock s'impose en France, il ne se contente pas d'ajouter un nouveau courant musical. Il redéfinit l'attitude, la posture, la relation au public. Johnny devient une icône nationale. Sa voix rauque, son énergie électrique, ses concerts monumentaux installent une nouvelle norme. La jeunesse ne veut plus seulement écouter. Elle veut vibrer, crier, s'identifier à une révolte. Marcel Hamon lui vient d'un monde où la scène est un art maîtrisé, où chaque geste est pensé, où l'élégance compte autant que la puissance. Il observe cette vague rock avec lucidité. Il en reconnaît la force,
mais il perçoit aussi le déplacement symbolique qu'elle opère. La chanson française, telle qu'il l'a connue structurée autour du texte de la mélodie du récit, recule face à l'impact brut de l'amplification et du spectacle colossal. Dans plusieurs prises de parole, Hamon a évoqué ce moment où il a compris que son époque basculait. Non pas parce qu'il manquait de talent, mais parce que le centre d'intérêt du public changeait radicalement. Les maisons de disques investissent massivement dans la nouvelle idole. Les médias consacrent des pages entières à la naissance d'un mythe moderne. Le récit national se déplace. Ce qu'il ne pouvait pas pardonner, ce n'était pas l'existence du rock. C'était l'effacement progressif de toute une tradition. Comme si la chanson classique devenait soudain secondaire. Comme si la mémoire collective décidait de recommencer à zéro. Johnny Hallyday n'était pas simplement un artiste concurrent. Il incarnait la rupture. Une rupture si puissante qu'elle redéfinissait la hiérarchie, les attentes, les critères même de la grandeur. Dans cette transformation, Marcel Hamon ressentait une forme d'injustice historique. Pas envers lui seul, mais envers toute une génération qui avait posé les fondations du spectacle moderne. Le public acclame le nouveau roi. Les projecteurs changent de direction. Et dans cette lumière qui se déplace, certains visages s'estompent. Marcel Hamon n'a jamais accepté que l'on confonde modernité et supériorité. Pour lui, la grandeur ne devait pas dépendre du volume des amplificateurs, mais de la profondeur de l'empreinte laissée dans le temps. Numéro 2, Michel Drucker. Dans les années 60 et 70, la télévision devient le véritable arbitre de la mémoire collective. Elle décide qui reste visible, qui revient, qui disparaît lentement des écrans. Et au centre de ce pouvoir discret mais immense se trouve Michel Drucker. Animateur emblématique, visage rassurant du petit écran, Drucker accompagne plusieurs générations d'artistes. Son plateau n'est pas qu'un simple lieu d'interview, c'est un sanctuaire médiatique. Y être invité, c'est exister. Y revenir régulièrement, c'est confirmer sa place dans l'histoire vivante de la chanson française. Marcel Hamon l'a très vite compris. Lui qui avait été l'un des premiers chanteurs à exploiter la télévision comme outil artistique, qui avait construit des spectacles pensés pour l'écran, voyait désormais ce même écran fonctionner selon de nouvelles logiques. Les visages changent. Les priorités aussi. Les anciens deviennent patrimoine. Les nouveaux incarnent l'actualité. Ce qu'Hamon ne pouvait pas accepter, ce n'était pas l'évolution naturelle des programmations. C'était l'impression d'être progressivement rangé dans une catégorie figée. Comme si sa carrière appartenait définitivement au passé, alors même qu'il continuait à créer, à écrire, à se produire. Il a laissé entendre à plusieurs reprises que la télévision pouvait fabriquer une hiérarchie artificielle. Certains artistes étaient constamment remis en lumière, d'autres apparaissaient sporadiquement, presque par devoir mémoriel. Cette différence d'exposition construisait une perception publique. Et cette perception à long terme redéfinissait la notion même de grandeur. Michel Drucker n'était pas un adversaire déclaré. Il représentait un système. Celui qui sélectionne, qui contextualise, qui décide de l'angle sous lequel un artiste est présenté. Marcel Hamon ressentait que cette mécanique aussi élégante, soit-elle pouvait effacer des décennies de travail en quelques saisons d'absence. Dans un univers où la reconnaissance dépend de la visibilité, l'exclusion silencieuse devient une blessure profonde. Marcel Hamon ne pardonnait pas facilement cette sensation d'être relégué au statut d'archive vivante, car pour lui, un artiste ne cesse jamais d'être contemporain tant qu'il est sur scène. Numéro 1, Serge Gainsbourg. Avec Serge Gainsbourg, Marcel Hamon ne faisait plus face à une simple concurrence artistique. Il faisait face à une redéfinition brutale de la notion même de grandeur. Lorsque Gainsbourg s'impose véritablement dans les années 60, puis 70, il ne cherche pas à séduire selon les codes établis. Il les fracture. Il installe le malaise comme outil artistique. Il transforme la provocation en langage. Là où Marcel Hamon défendait la clarté, la tenue, l'élégance scénique héritée de la grande tradition de la chanson française, Gainsbourg revendiquait l'ambiguïté, l'ironie corrosive, la transgression assumée.
la presse intellectuelle l'érige rapidement en génie. Chaque scandale devient preuve d'audace. Chaque polémique renforce sa stature d'artiste moderne. Il brûle des billets à la télévision, il choque, il dérange, et le système culturel applaudit cette audace comme une révolution nécessaire. Pour Marcel Amont, cette glorification permanente du choc posait une question profonde. L'art de Hetzi devait-il désormais provoquer pour exister? Devait-il scandaliser pour être considéré comme supérieur? Il ne niait pas le talent d'écriture de Gainsbourg. Il reconnaissait la force de certaines compositions. Mais il voyait aussi comment l'industrie et les médias semblaient privilégier la rupture spectaculaire au détriment de la constance artistique. Ce qui le heurtait n'était pas la liberté créative, c'était le déplacement des critères. Pendant des décennies, Marcel Amont avait construit une carrière fondée sur la discipline, la générosité scénique et le respect du public. Il croyait à une certaine noblesse du spectacle. Or, face à Gainsbourg, la noblesse semblait céder la place à la provocation calculée. Dans cette nouvelle hiérarchie culturelle, le rebelle devenait le modèle dominant. Le provocateur devenait le génie incontestable. Et l'artiste fidèle à une tradition élégante risquait d'être perçu comme dépassé. Marcel Amont ne pouvait pas accepter cette inversion silencieuse des valeurs, non par jalousie, mais par conviction. Il estimait que la grandeur ne devait pas se mesurer au degré de scandale suscité, mais à la profondeur et à la durée de l'œuvre. Pour lui, l'impact immédiat ne garantissait pas l'héritage. Serge Gainsbourg incarnait donc plus qu'un rival. Il symbolisait la mutation culturelle que Marcel Amont regardait avec une distance critique parfois sévère. Une mutation où l'image provocatrice semblait peser plus lourd que la continuité artistique. Et c'est peu, être là que résidait l'impossible pardon. Non dans un conflit personnel, mais dans le sentiment que la définition même de la chanson française avait changé de cap. À la fin de sa vie, Marcel Amont ne cherchait plus à corriger l'histoire. Il savait que la mémoire collective est imprévisible, parfois injuste, souvent sélective. Mais il refusait le silence. Ce qu'il exprimait à travers ses noms n'était pas une rancune personnelle. C'était une inquiétude profonde pour la place accordée à une certaine idée de la chanson française. Il appartenait à une génération qui considérait la scène comme un engagement total. Une voix travaillée, un geste maîtrisé, une fidélité au public. Pour lui, la grandeur ne se mesurait ni au scandale, ni au volume médiatique, ni à la vitesse d'un succès fulgurant. Elle se mesurait au temps, à la constance, à la capacité de durer sans renier son exigence. Les 5 figures qu'il ne pouvait pas pardonner représentaient chacune une fracture. Une fracture esthétique, médiatique, générationnelle ou industrielle. Mais derrière ces tensions se cachait surtout la douleur d'un artiste qui avait vu son époque s'effacer progressivement au profit d'un récit nouveau. Un récit où les règles avaient changé, où l'élégance semblait moins spectaculaire que la provocation, où la profondeur devait parfois se justifier face au bruit. Marcel Amont ne s'est jamais présenté comme une victime. Il est resté digne. Mais son regard sur l'évolution de la musique française portait le poids d'une expérience unique. Il avait traversé les décennies, observé les ascensions et les chutes, compris les mécanismes invisibles qui façonnent les légendes. Au fond, ce qu'il ne pouvait pas pardonner, ce n'était peu. Être pas des hommes. C'était le sentiment que l'histoire oublie trop vite ceux qui l'ont construite. Et dans cette lucidité tardive, il laissait une dernière leçon, la véritable grandeur ne dépend pas des modes. Elle survit au tumulte.